Le monde d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près, une émission qui vous est proposée par Artemus, pour que l'information devienne connaissance. Donc vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux habituels, Telegram, Facebook ou notre chaîne YouTube Artemus Belgique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Mercier. Bonjour Jérémy. Bonjour Nicolas. Alors Jérémy Mercier, quand on regarde votre CV, c'est assez costaud. Notamment, vous avez un doctorat en recherche environnementale et vous vous définissez comme un éducateur de la santé. Mais quand je regarde votre parcours et ce CV, est-ce que vous pourriez un peu vous situer ou nous résumer un peu ce que vous êtes plutôt aujourd'hui ou ce que vous considérez être aujourd'hui ? Alors effectivement, j'ai un cursus académique assez complet, entre guillemets, enfin qui va loin. Et mon activité aujourd'hui pourrait apparaître comme un petit peu décalée par rapport à mon cursus universitaire. Je suis chimiste de formation, normalien à l'École normale supérieure de Lyon, qui fait partie des grandes écoles en France, et ensuite un doctorat en recherche environnementale à Imperial College à Londres. Et après ça, j'ai décidé de quitter le monde académique, ayant été un peu dégoûté de la recherche et des liens d'intérêt qui étaient très importants entre le monde de la recherche et à la fois les gouvernements et les entreprises privées, qui ne permettaient pas de faire une recherche vraiment objective comme moi j'entendais la faire. Et donc j'ai quitté ce monde académique en 2011, à la fin de ma thèse en gros. Et plus tard, j'ai décidé de bifurquer un peu vers une autre thématique qui est la santé, que je trouve absolument fascinante et qui est très liée à l'environnement évidemment. Et donc aujourd'hui, enfin en tout cas depuis 2011-2012, disons, je me définis en tant qu'éducateur en santé. Il se trouve que l'épisode Coco de 2020 et après a été certainement déterminant dans mes choix. Et en tant qu'éducateur en santé, j'ai compris tout de suite que c'était une énorme arnaque. Et donc j'ai décidé d'aller plus dans la partie éducation et à la fois, je ne sais pas si c'est le terme est bon, mais peut-être lanceur d'alerte sur certains sujets. C'est-à-dire que pour moi, ça m'apparaissait comme grossièrement une arnaque, Coco, dès le début, à un moment où une énorme partie de la population était complètement sous hypnose et terrorisée. Et donc dès le début, j'ai fait des lives en fait sur Facebook avant d'être complètement invisibilisé et censuré pour dénoncer cette arnaque. Et j'étais très très isolé en février ou mars 2020. Mais je suis allé au bout et puis ça m'a amené à continuer à faire des recherches puisque je suis chercheur aussi. Je suis scientifique de formation et chercheur et je suis toujours d'une certaine manière. Et ça m'a amené donc à faire des vidéos et écrire des articles de blog pour vraiment dénoncer l'arnaque et essayer de faire comprendre en quoi c'est une arnaque. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui j'ai envie de dire sur pas mal de thématiques de santé, mais ce qui m'a beaucoup occupé ces dernières années, c'est effectivement Coco. Mais ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'on constate justement que vous n'avez pas, contrairement à d'autres personnes, attendu le Covid pour vous rendre compte qu'il y avait un problème sur la science, le médical. Et avant que vous répondiez à la question, je n'oublie pas de présenter mes collègues qui m'accompagnent aujourd'hui, à savoir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Et Lamine. Bonjour Lamine. Bonjour à tous et merci d'être là, Jérémy. Merci à tous. Voilà, donc oui, ce que je disais, c'est que vous n'avez pas attendu le Covid pour réagir. Vous aviez déjà le sentiment avant qu'il y avait quand même de gros problèmes entre ce qu'on appelle la science, la médecine, et des choses comme ça. Et pour ajouter à ce que dit Nicolas, c'est comment on est bien dans les rangs, c'est-à-dire normal sup, docteur, pour se dire non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Quel est le moment où vous changez en fait d'état d'esprit ? En fait, c'est arrivé progressivement, mais la première chose qui m'a vraiment choqué, c'est en 2006, quand j'ai découvert qu'on pouvait être intolérant aux produits laitiers de vache. Et c'est une expérience que j'ai faite, moi, sur ma santé. C'était vraiment à titre complètement expérimental, j'ai envie de dire, de tester l'éviction des produits laitiers de vache. Et j'ai vu une amélioration assez spectaculaire de plein de petits... J'avais pas de gros problèmes, mais plein de petits symptômes ont disparu en quelques semaines, sans que je change autre chose que la simple consommation de produits laitiers de vache. Donc c'était en 2006, à une époque où personne parlait d'intolérance alimentaire, où c'était pas un sujet, quoi. Et donc j'ai multiplié ensuite comme ça les expériences alimentaires sur mon corps pour voir ce que ça changeait et j'en ai tiré pas mal de conclusions. Et je me suis aussi beaucoup intéressé à la nutrition. Donc ça c'était la première chose. Et juste après, pendant ma thèse en recherche environnementale à Imperial College, donc à Londres, je me suis rendu compte rapidement que je m'étais planté. C'est-à-dire que je croyais
à tout ce qui était changement climatique, énergie verte, etc. Ma thématique de recherche, c'était les biocarburants, que j'appelle agrocarburants pour éviter toute confusion avec du bio, parce que ça n'a rien à voir avec du bio. Et donc là, je me suis rendu compte au bout de 6 mois à peu près que ce sujet, c'était quelque part du greenwashing. Ça permettait à certaines entreprises, notamment les pétroliers, de verdir leur image avec ces agrocarburants. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça a été énorme parce que je me retrouvais en porte-à-faux vis-à-vis de mes sponsors qui attendaient de moi que je valide les agrocarburants comme quelque chose d'extraordinaire et qui allait sauver la planète, etc. Et donc, quand je leur ai dit au bout de 6 mois, 1 an, que en fait, il y avait des gros soucis par rapport à ça, je me suis pris une violence incroyable de la part de mes sponsors qui étaient désemparés parce que eux, ils attendaient quelqu'un qui agisse comme un consultant, qui allait aboutir aux conclusions que eux-mêmes voulaient. Et ils avaient oublié que moi, non, j'étais un chercheur, j'étais un doctorant, censé faire un travail de recherche indépendant et objectif. Et donc, ça n'allait pas dans leur sens et c'était insupportable pour eux. Et donc, j'ai vu tout de suite la puissance des lobbies et à quel point j'étais isolé parce que, autour de moi, tous les chercheurs et tous les thésards, quelque part, étaient enfermés dans un discours et sans avoir une démarche scientifique. Donc là, c'était une deuxième belle claque pendant ma thèse. Vous l'avez fini, votre thèse? Ouais, je suis docteur. Comment ça se fait que vous avez réussi à la finir alors, malgré J'ai eu peur qu'ils me sucrent mon financement, mais finalement, ils l'ont conservé, malgré J'ai eu un courrier bien incendiaire au milieu de ma thèse me disant que j'avais interdiction d'utiliser le nom de ma fondation lors de communications et de conférences internationales où j'allais régulièrement faire des présentations de mon travail. Mais ils continuaient malgré tout à me financer mon travail et à même financer mes frais pour aller à ces conférences. Donc mais j'avais pas réutilisé leur nom. Très bien, moi je m'en fiche, je mets pas leur nom, c'est tout. Et donc je suis allé au bout de ma thèse et de toute façon, c'est pas eux qui me donnent ma thèse, c'est l'université où je fais mon travail qui me donne ma thèse. Donc j'ai eu ma thèse d'Imperial College et de l'Université de Londres sans difficulté. Enfin sans difficulté. Ça a été un gros travail, mais en tout cas je l'ai eu et je suis bien docteur. C'est pas les entreprises qui financent le travail qui donnent, qui décernent le diplôme. Jérémy, à propos du lait, je me suis posé des questions depuis longtemps parce que je reconnais qu'il y a des allergies, des intolérances. Mais je me suis dit, depuis le temps que l'être humain utilise le lait, probablement pas très longtemps dans l'histoire humaine, est-ce que ce ne serait pas lié aussi à la façon dont on traite le lait et que le lait en lui-même, à petite dose, n'a pas de danger? C'est probablement en partie vrai. Ça demanderait de pousser un peu les recherches, mais c'est sûr que déjà le lait conventionnel de vache, avec des vaches qui prennent des antibiotiques en permanence, une alimentation qui n'est pas adaptée, et puis également c'est du lait qui a été homogénéisé, traité, qui n'est plus cru, etc. Tout ça fait que certainement le lait, qui peut-être à la base n'est pas forcément un mauvais aliment, le devient du fait du processus de production et ensuite de fabrication. Mais je me suis rendu compte malgré tout qu'il n'y a en aucun cas c'est un aliment indispensable à la santé. En Asie, il y a beaucoup de peuples qui ne consomment pas du tout de produits laitiers, ça ne fait pas partie de leur culture, qui n'ont aucun problème de santé, qui serait lié à une carence en produits laitiers. Ça n'existe pas une carence en produits laitiers. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, parce que vous avez parlé juste avant du réchauffement climatique, qu'est-ce qui pour vous, parce que vous êtes très intéressé aux problèmes environnementaux, mais qu'est-ce qui pour vous est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? De quoi on doit réellement s'inquiéter et qu'est-ce qu'on nous vend qui est plutôt frelaté dans le problème du climat ou de l'environnement dans le sens général? C'est une très très bonne question. Merci, c'est sympa. Merci non, Jérémy. C'est vrai en plus. Je pense vraiment parce que c'est une question que les gens ne se posent pas. Ils ont l'impression aujourd'hui que le problème environnemental numéro 1, c'est le climat. Et je pense que justement, c'est un piège hallucinant qui est tendu et qui a pris en otage tout le mouvement écologiste et qui n'est pas une réalité. C'est-à-dire que le climat, ça bouge tout le temps et c'est normal en fait. Et on peut rien y faire. Alors, sauf très très localement, éventuellement, avec voilà. De toute façon, aujourd'hui, par exemple, l'étalement urbain, oui, le thermomètre, quand on mesure la température, si avant, il y a 100 ans, c'était une forêt et qu'après c'est devenu un pavillon,
évidemment, la température moyenne a augmenté parce qu'il y a un effet de chaleur, un effet d'îlot de chaleur qui fait que la température a augmenté. Ça n'a aucun rapport avec un changement climatique. Bref, en tout cas, c'est un sujet passionnant et un peu compliqué. Mais je pense que cette histoire de changement climatique, c'est une arnaque monumentale qui a pris en otage véritablement entièrement le mouvement écologiste qui pourtant est basé sur des vraies choses. Il y a une vraie pollution de l'eau, il y a une vraie pollution de l'air, il y a une vraie perte de biodiversité, etc., etc. Et on met tout sur le compte du changement climatique. C'est hallucinant. Et donc, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. On contourne les vrais problèmes et on s'attaque à un faux problème. Et on utilise ce faux problème comme moyen pour contrôler la population. C'est encore plus pervers que ça, puisque, comme vous le dites, en fait, il y a un réel problème qui est un problème de pollution. Donc l'environnement est pollué, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, là, on est d'accord, il y a un constat, mais si vous voulez, il y a une ingénierie sociale derrière ce réchauffement climatique. Et je suppose que, comme vous, je crois qu'on a à peu près le même âge, c'était Al Gore qui a commencé et qui nous a vraiment, je me rappelle, foutu les boules avec une vérité qui dérange. Avec la vérité qui dérange. Qui était la courbe en crosse. Exactement, qui était vraiment un outil de propagande. Absolument. Je pense que dans toutes les écoles, on se l'est tapé. Oui. Et dans toutes les écoles, on nous a fait peur, comme quoi on allait bientôt être sous les eaux, etc. Absolument. Et donc, il y a l'industrie qui s'est accaparé cet argent, de l'argent public, pour financer leurs projets personnels et industriels, pour faire du green bashing, sans jamais se remettre en question sur l'effet de la pollution de l'environnement de leur, justement, industrie. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, quand on a ces discussions avec quelqu'un qui est plutôt mainstream, qui a connu ce green bashing et qui est dedans, il faut toujours arriver à lui dire, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le faites, qu'effectivement, il y a des problèmes au niveau de l'environnement, mais que ça n'a rien à voir avec le climat. Exactement. Je vais enchaîner. Vous parlez de l'otage et du détournement de notre esprit. Et c'est vrai, je pense aussi que la pire des pollutions, qui est la plus dangereuse, c'est en effet l'eau et la terre qui meurt de tous les produits. Et que je pense, si quelqu'un faisait un calcul de ce que ça rapporte à ceux qui empoisonnent la terre, je comprends qu'on détourne. Donc votre avis là-dessus en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les sols sont pollués à de nombreux endroits. La déforestation, ça peut être un véritable problème. On modifie les écosystèmes locaux, on a des atteintes graves à la biodiversité, on va faire disparaître des espèces. Les modes de production agricole aussi sont très dommageables pour l'environnement. Et ça, c'est carrément mis au second plan, voire même encouragé, parce qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, soi-disant, avec justement peut-être des OGM ou plus d'intrants chimiques, ou en tout cas des pesticides qui seraient de nouvelle génération et mieux, etc. Et oui, c'est le gros danger, c'est de faire porter le chapeau des problèmes réels environnementaux au réchauffement climatique, qui est une arnaque, et ne pas régler les vrais problèmes. Mais justement, inversement, les vrais problèmes dont on parle, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On commencerait par quoi pour tenter au mieux de les régler si c'est possible? Ou bien est-ce que c'est trop tard? Je pense que c'est jamais vraiment trop tard en fait. Il y a tout un discours anxiogène qui est aussi là pour nous manipuler, qui nous fait croire que tout est trop tard et qu'on va tous mourir. Voilà. Mais c'est sûr qu'on va tous mourir. Oui, en plus. On ne sait pas quand, mais on va tous mourir. En plus, c'est vrai qu'on va tous mourir. Pour le coup, ils ont raison là-dessus. C'est juste sur la façon de mourir et le temps qu'il reste. Exactement. Mais non, donc il y a ce discours anxiogène qui est là, qui est là pour nous contrôler. Mais à côté de ça, rien ne nous empêche de modifier réellement les modes de production agricole. Ça peut vouloir dire qu'il faut aussi peut-être changer nos modes de consommation des produits agricoles, ça c'est vrai. Et peut-être qu'il y a de l'éducation ou en tout cas des changements culturels à mettre en application, mais ce n'est pas insoluble. Mais concrètement, le citoyen lambda qui nous écoute, qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'on parle toujours du colibri, ces choses-là, qu'est-ce qu'il peut faire lui à son échelle qui pourrait avoir un impact concret déjà pour lui, et puis après peut-être que ça peut s'étendre à d'autres? Alors, je vais avoir 2-3 exemples. Moi, je vais avoir un exemple qui va peut-être pas plaire à une partie de la résistance parce qu'ils vont penser que ça vient du World Economic Forum. C'est pas du tout le cas. Moi, j'ai fait le choix d'être végétarien, notamment pour des raisons environnementales, en grande partie, pas que, mais notamment pour ça. Et il me semble que quand on est végétarien, la consommation en ressources est beaucoup plus faible que si on mange des produits animaux, enfin surtout de la viande, on va dire. Et je pense que ça a un impact réel au niveau environnemental. Voilà. Mais est-ce que vous avez étudié la chose de près pour affirmer ça? Ouais. Alors moi, je vais apporter un petit bémol à ce que vous dites, même pas un bémol, plutôt apporter une subtilité à ce que vous dites. Vous avez raison.
quand on consomme de la viande industrielle. Mais aussi, oui et non. C'est-à-dire que quand on consomme de la viande même faite localement par un petit éleveur, etc., en tout cas, par exemple, pour une vache, on va dire, qui est l'exemple le plus basique, eh bien, il faut quand même pas mal de terre et de ressources pour que la vache puisse produire les calories qui vont être utilisées par l'homme au final. Et moi, j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet et il me semblait que réellement, en diminuant la consommation de protéines animales, eh bien, on avait un bien meilleur rendement en consommant plutôt des protéines végétales. C'est pour simplifier un peu l'extrême. Moi, il y avait un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, et c'est Food and Agriculture Organization. C'est une organisation des Nations Unies qui travaille donc sur l'agriculture, on va dire. Ils avaient fait un rapport qui s'appelait The Livestock Long Shadow, qui était un énorme rapport qui parlait des problèmes liés à l'élevage. Alors, eux, ils mettaient une grosse partie sur le côté émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Bon, ça, d'accord, on est d'accord, c'est bidon. Voilà. Mais sur d'autres choses, ils avaient dit, je trouve, des choses vraiment intéressantes sur la consommation en eau, sur l'érosion des sols, sur la consommation en intrants, en engrais, en pesticides, etc., qui étaient nécessaires pour l'élevage, et puis la consommation en terre, tout simplement, la pression que ça pouvait avoir sur la déforestation et sur les écosystèmes naturels. Et même si je suis d'accord que des petits élevages, des alpages ou des endroits où on ne peut rien faire d'autre, ça a un sens complètement de mettre des animaux à certains endroits. Mais là, aujourd'hui, on a une telle production d'animaux pour la consommation humaine qu'on est largement au-delà de ce qu'on pourrait faire sur des petits alpages et des petites zones où on ne peut rien faire d'autre et qui seraient pour le coup effectivement intéressantes d'un point de vue environnemental. En fait, moi, ce que je pense, c'est plutôt de dire ce qu'on peut ou ne peut pas faire, c'est plutôt de la décentralisation qui est le gros problème. C'est-à-dire qu'avant, il me semble que chacun avait son petit potager, etc. Donc on savait faire du local vraiment chez soi. Absolument. Et même au niveau de la viande, si on avait des animaux qu'on était capable de les abattre, parce que moi j'ai vraiment profondément un respect pour la bête. Et si j'ai vraiment un respect pour la bête, je ne vais pas l'acheter dans un magasin. Je vais la tuer moi-même en fait. Ouais. Bon, alors j'ai une notion un peu différente du respect pour la bête, pour le coup. Moi, quand je respecte quelqu'un, je ne vais pas le tuer. Mais après on est sur l'éthique, etc. Mais bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là qui est compliqué. Mais quand les gens effectivement faisaient localement, en général, en tout cas en Europe de l'Ouest, les gens, ils avaient un cochon. Et puis une fois l'an, ils tuaient le cochon. Puis ils faisaient du lard avec, ils faisaient des charcuteries, ils mangeaient beaucoup moins de viande, c'est peut-être 5 ou 6 fois moins de viande. Donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Précision, vous êtes végétarien ou vegan ? Je suis végétarien. Végétarien. Okay. J'ai été vegan pendant 2 ans, j'ai fait le test. C'était pas convaincant ? Je pense que c'était convaincant. Enfin, moi, je pense qu'on peut être en très bonne santé vegan, simplement, socialement, c'était compliqué. Et même au niveau, j'explique ça dans mon livre un petit peu à un moment, j'ai sorti un livre il y a quelques mois, Quand les masques tombent, et j'explique un peu mon expérience, et il me semble qu'il y avait un côté enfermement. Il me semble que dans la vie, si on veut que quelque chose soit efficace et bon pour soi, il faut qu'il y ait une certaine fluidité et un certain équilibre, et pour moi c'était au-delà de cet équilibre. Être végétarien pour moi c'est très facile, j'ai aucune difficulté avec ça, je le suis depuis 2008, donc ça fait quasiment 17 ans. C'est ça, oui, je calcule bien. Ouais. Voilà, mais sans aucune difficulté. Végétalien, c'était plus compliqué. Bon, j'avais poussé un peu l'exercice plus loin parce que j'étais végétalien et sans gluten. Là, c'était un peu difficile. Ce que j'entends dans ce que vous venez d'expliquer, quand même, en parlant de votre choix d'être végétarien, vous avez parlé rendement, vous avez parlé pesticides, vous avez parlé qualité des sols, et je pense que le sujet manger de la viande ou pas mérite une émission entière. Ah, c'est passionnant ce sujet. On a déjà eu plusieurs discussions là-dessus pendant le podcast. En plus de ça, je précise juste un tout petit truc avant que tu continues, mais je peux tout à fait envisager que quelqu'un mange très peu de viande. Mais moi, éthiquement, ça ne me parle pas. Enfin, voilà, pour moi. Mais si les gens mangeaient 5 fois moins de viande, aucun problème, il n'y a aucun souci. En tout cas, ce qui me touche, c'est que j'ai envie de dire foutez la paix. Et foutons la paix à ceux qui font leur choix de nourriture. Parce que chaque individu a aussi un métabolisme qui lui est propre. Il y a pas, le métabolisme humain n'est pas pareil pour tout le monde. Par contre, pour en revenir au climat, les fameux chemtrails. Ah, voilà. Nous passons donc des véganes aux chemtrails. Ces jours-ci, j'ai observé, parce que j'adore observer,
qu'il y a beaucoup moins de chemtrails ou qu'il y en a, mais que les conséquences ne sont pas les mêmes. Je me suis posé la question, et peut-être qu'il faudrait farfouiller et enquêter là-dessus. Pensez-vous qu'ils feraient des expériences dans le dosage des produits ou avec des nouveaux produits pour que leur principe de chemtrails fonctionne sans créer systématiquement la grisaille et le mauvais temps? La première question d'abord, c'est qu'est-ce que vous pensez des chemtrails? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Déjà votre position sur la question. Avant de répondre à cette question, dans ce que vous venez de dire là, vous parlez des conséquences des chemtrails mesurables. C'est quoi les conséquences que vous voyez? Alors, ce que j'observe, c'est que quand il y a le ciel qui est quadrillé, le ciel est bleu le matin, et puis quadrillage, et puis le soir, gris et pluie. Et puis une grisaille vraiment bizarre, et puis un ciel qui n'est pas vraiment bleu, qui est toujours voilé. Hier, c'était bleu. J'ai observé, il n'y avait pas de chemtrails, il y avait ce qu'on appelle les contrails, qui est de la condensation de vapeur. Voilà ce que j'ai observé. Bon, alors moi j'ai un avis qui n'est pas courant dans la dissidence sur les chemtrails. C'est que tout ce qu'on m'a montré, en tout cas jusqu'à présent, ne m'a pas convaincu sur la réalité des chemtrails. Qu'on voit des lignes dans le ciel, c'est une chose, et bien sûr, je ne peux pas nier qu'on voit des lignes. De là à dire qu'il s'agit de produits chimiques intentionnellement dispersés pour nuire à la population ou modifier le climat localement, c'est très faible ce que j'ai vu. Après, que ça modifie localement la luminosité avec ce voile, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il va y avoir ce voile qui peut rester des heures et s'étendre à tout l'horizon. Ça, c'est une réalité. Simplement, j'ai pas réussi à être convaincu par le fait qu'il y avait des véritables produits chimiques qui étaient dispersés. Donc, je ne suis pas convaincu de la réalité de ce qu'on appelle des chemtrails. Ça pourrait être des contrails, donc des traînées de condensation, qui simplement sont plus nombreuses qu'avant parce que le transport aérien est je sais pas, 10 fois plus important qu'il y a 25 ou 30 ans. Et aussi, vous disiez que hier, vous n'avez pas vu de chemtrails mais des contrails. Et moi, ce que je comprends de ça, c'est que les traînées qu'on voit dépendent énormément des conditions climatiques, des conditions locales, et parfois c'est à quelques mètres près. Donc parfois on passe à une altitude, à une certaine humidité, une certaine température qui va faire que les cristaux de gaz vont rester en suspension, et à certains moments on voit rien du tout. Et ça peut s'expliquer par des paramètres locaux climatiques. Voilà. Donc j'arrive pas à être convaincu par la réalité des chemtrails. Après, qu'il y ait des expériences locales de modification du climat, il me semble que c'est quelque chose qui est accepté. Et voilà, ça se fait apparemment de temps en temps, peut-être régulièrement même, mais que tout ce qu'on voit qui traîne en l'air, ça correspond à des expérimentations sur le climat. J'ai du mal à faire ce pas-là et à dire oui, c'est une réalité. Moi, j'espère que vous avez raison. Après, je laisse la porte ouverte. J'ai pas été convaincu, mais pour moi, les chemtrails n'existent pas jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on arrive à me prouver que c'est bien ça. Moi, j'aimerais bien revenir un peu parce que vous êtes un véritable scientifique, c'est-à-dire que vous publiez, et vous avez fait pas mal de publications, notamment avec le professeur Denis Rancourt. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu, c'est avec votre première vidéo sur les masques, qui a été pour moi... donc déjà, j'avais, comme vous, moi, quand le coco est arrivé, j'ai compris au bout d'une semaine que c'était une arnaque. C'est simple, il n'y avait pas de mort en fait. À un moment donné, une épidémie sans mort, c'est un peu compliqué. Et le masque m'a toujours paru comme vraiment un outil d'ingénierie sociale pour vraiment contrôler les gens en fait. C'est un outil de contrôle. C'est ça. Et je le voyais bien. Et quand j'ai vu votre vidéo, voilà, c'est bon, j'avais la preuve, c'était scientifiquement prouvé avec la. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette vidéo et comment vous avez vécu derrière? Parce qu'à mon avis, c'est à partir de là que vos vues ont explosé, que vous êtes devenu une personne qui a été un des résistants de cette crise. Ouais. Alors. Donc moi, juste pour faire une petite introduction, avant ça, j'avais fait quelques vidéos qui avaient eu un certain succès sur YouTube, notamment sur l'arnaque Octobre Rose, du dépistage du cancer du sein avec Gérard Delépine. Cette vidéo, c'est la plus vue de ma chaîne et elle n'a jamais été censurée, elle est toujours là. Voilà. Et donc je pense que cette vidéo a eu un impact assez important pour le coup. Et ça, c'était en 2018, il me semble. Et donc je crois que c'est à partir de 2018, j'ai commencé à me dire, bon, il y a tellement de scandales en santé, j'ai envie d'en démonter les uns après les autres, mais avec des personnes vraiment compétentes. Et seul, c'est un gros boulot, mais il se trouve qu'il y a plein d'experts qui ont déjà fait le boulot et qui parfois sont très pédagogues, comme Gérard Delépine. Et donc, quand arrive Coco, je lis plein de choses, j'écoute tous les jours des vidéos en français, en anglais, j'essaie de comprendre
qu'est-ce que c'est que ce truc qui se passe, c'est tellement n'importe quoi, je suis horrifié par ce qui se passe. Et je fais mes lives tous les jours. Et un jour, je tombe sur un article qui s'appelle Face Masks Don't Work, donc les masques faciaux ne fonctionnent pas, écrit par professeur Denis Rancourt. Bon, je me dis, alors ça c'est incroyable, je lis, et c'est une revue de la littérature scientifique sur les masques chirurgicaux qui montre que, en fait, ça n'a jamais montré que ça servait à quoi que ce soit en ce qui concerne les maladies dites virales respiratoires. Donc cet article, je l'ai découvert sur covidhub.ch. C'est ce que je recevais leur mail là, toutes les semaines, je crois. Donc je tombe là-dessus et je suis vraiment estomaqué par l'article. Je le lis et je le trouve vraiment génial, hyper intéressant. Il s'appuie réellement sur la littérature scientifique. Il n'invente rien. Il reprend les papiers qui existent. Où en est l'état de l'art sur le sujet. J'envoie un message à Denis Rancourt en lui proposant qu'on fasse une émission là-dessus. Je ne savais pas s'il parlait français ou pas, parce que c'est un Canadien, mais voilà, il y a des Canadiens qui ont des noms français, mais qui sont anglophones. Et il me répond en anglais, et il me dit oui, on peut faire ça en français. Donc je ne comprenais pas très bien, c'est juste qu'il est plus à l'aise à l'écriture en anglais qu'en français. Et donc on a programmé cette émission ensemble au fin du mois de mai 2020, et on a fait l'enregistrement, et c'était vraiment génial, j'ai adoré. Je l'ai publié le plus vite possible avec les sous-titres. Enfin, je voulais vraiment mettre les infos. Je voulais vraiment que ça se sache tellement c'était énorme. Et c'était juste avant que les gens commencent à mettre des masques. Hein. C'était juste avant. Et parce qu'au début, les masques ne servaient à rien dans la première partie du programme. Oui. Au début, ils servaient à rien. Ils étaient interdits même. Ils étaient interdits, ouais. Et donc seul moment de vérité. Exactement. Vérité inversée, c'est très complexe. Et en plus de ça, en France, on a eu, j'ai oublié son nom. Oh là là, c'était une ministre. Ah oui, Sibeth Ndiaye, c'est ça. Oh là là, voilà, c'est ça. Et on se rappelle, c'est facile, il faut se rappeler Sibeth. Oui, c'est ça, et là, exactement, avez, exactement. Oui. C'est mémotechnique. Et elle avait dit, mais moi, je ne sais pas mettre un masque. Et en fait, tout le monde s'est moqué d'elle. Mais elle a raison, elle a raison. Parce que en tout cas, quand on croit à l'utilité du masque et qu'il faut l'utiliser d'une certaine façon et le mettre, c'est compliqué à mettre. Et les soignants ont des formations pour apprendre à mettre un masque. C'est pas facile de mettre un masque, parce qu'il ne faut pas le toucher avec les doigts. Et une fois que c'est touché, on doit le jeter immédiatement. C'est un déchet médical, un biohazard, quoi. C'est très particulier. Ils sont brûlés. C'est brûlé, c'est mis dans des poubelles particulières, etc. Enfin, le moindre masque par terre, normalement, c'est une infamie. Il faudrait évacuer toute la zone. Hein. Si on croit au discours, on devrait être dans ce genre d'attitude, exactement. Et donc c'était très rigolo. Donc à l'époque, les masques étaient interdits. Donc il y a un pharmacien à Lyon qui a été puni d'une amende importante parce qu'il avait osé vendre des masques. Hein. Et les gens n'arrêtaient pas de se plaindre en France. Je pense qu'en Belgique c'était pareil. On n'a pas de masque, c'est quoi? Vous n'êtes pas préparés, vous êtes des charlots. Ils ont cousu des masques. Exactement. Donc on avait des couturières qui, pour le bien commun. Oui. C'est dingue quand on reparle de tout ça. Je trouve ça complètement. Ah non, c'était il y a 5 ans. Hein. C'était il y a 5 ans. C'est pas un truc du Moyen Âge ou d'un autre siècle ou que sais-je encore. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'aucune leçon n'a été tirée, toujours pas. Hein. Bah donc les couturières, elles ont été courageuses, elles ont cousu des masques, elles ont mis des petits cœurs dessus, enfin elles ont fait tout ce qu'il fallait. Il y avait des tutos à la maison pour t'apprendre à faire un masque à partir de chaussettes. Bref, c'était incroyable. Donc il y avait tout un truc, et donc on a sorti cette vidéo avec Denis Rancourt, et j'avais bien fait, moi je travaille avec Marine Baudin, qui est docteur en microbiologie, qui a regardé avec moi l'étude, le travail de Denis Rancourt, et elle a dit oui, c'est très propre, c'est cohérent, et donc on a fait cette vidéo qui a eu un succès vraiment très important, qui a été très partagé à l'époque sur Facebook, avant que Facebook coupe tout, sur YouTube également. Bon, après ça a été censuré sur YouTube évidemment, mais oui, ça a été très très partagé, et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me remerciaient, qui me disaient oh là là, ça fait du bien d'entendre enfin quelque chose d'intelligent là-dessus. Et j'ai eu aussi énormément de messages de gens qui me souhaitaient que je me fasse intuber, que j'avais rien compris, que j'étais un charlatan, obscurantiste, etc. Et alors que on montrait, j'ai envie de dire. Non, il n'y a rien de plus scientifique que cette étude. Ah mais non, mais là c'était propre, quoi. C'était vraiment propre. Vraiment. Moi qui sais lire des stats, il y avait rien à redire en fait. Ouais. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que ça montrait que les masques en tissu, pour le coup, il y avait des études il y a quelques décennies qui montraient que quand les gens portaient des masques en tissu, ils avaient plus de risques d'avoir la grippe. J'ai envie de dire, c'est logique. On respire moins bien. Enfin, on respire moins bien. C'est logique qu'à un moment, il y ait des problèmes respiratoires divers et variés. Donc ça, c'est vraiment rigolo, quoi. C'est une perte de bon sens incroyable. Ah oui. Ce qui va nous amener à un sujet qui, je pense, qui vous est cher, c'est que je vous ai déjà entendu pas mal parler des virus. Oui. Qu'en est-il des virus? Est-ce que ça n'existait pas, la grosse question? Alors,
d'un point de vue scientifique, on ne peut pas dire que quelque chose n'existe pas. Oui, en effet. On peut pas dire ça. C'est comme les chemtrails. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du Qu'à contraire. preuve du contraire. Voilà. Ou jusqu'à ce qu'on ait réussi à prouver la chose. Donc, sur les virus, effectivement, c'est grâce à Denis Rancourt. Donc, je bosse avec lui depuis 2020. Oui, il y a pas mal de papiers. Que vous avez sortis Voilà, c'est ça. ensemble. En fait, ce qui s'est passé après cette vidéo, c'est qu'on avait fait toute une liste de questions avec Marine Baudin à l'attention de Denis, en lui disant, sur la vidéo ou sur l'article, il y a des trucs sur lesquels on a besoin de précision pour être sûr d'avoir bien compris. Il a vu notre liste, il a dit, mais c'est génial votre liste, vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire, vous avez vu aussi ce qui manquait, qui n'était pas précis, génial. Est-ce que ça vous dit qu'on bosse ensemble ? Bingo. Et c'est là qu'on a commencé notre collaboration, donc au mois de juin ou juillet 2020, et on a effectivement sorti ensemble une douzaine de papiers, je pense, C'est ça. dont certains ont eu un écho mondial. Oui, vraiment. Ouais. Et notamment celui sur les 17 millions de morts liés aux vaccinations, qui est sorti au mois de septembre 2023. C'est ça, je crois. Oui, d'ailleurs, on invite nos auditeurs à aller vraiment consulter le travail du professeur Denis Rancourt, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Parce que même avant, il avait fait des papiers sur le climat. Qui Exactement. sont vraiment très, très bons. Exactement. Oui. Ouais, non, c'est quelqu'un qui va très très loin et il est vraiment, vraiment remarquable. Et alors, la question c'était sur les virus. Les virus, alors ouais. voilà. Donc, avec Denis, on a un appel toutes les semaines, quasiment depuis 5 ans. Donc on travaille ensemble sur ces papiers, on discute de plein de choses, enfin, c'est vraiment c'est génial, c'est très très stimulant intellectuellement avec Denis et Marine et Joseph Hickey qui s'est rajouté, avec qui on fait des choses. Et Denis, je crois que c'est début 2021, il commence à me dire il y a un bouquin, il faut que tu le lises, je suis dessus, c'est vraiment bien, c'est Virus Mania. Bon. Alors, au début je ne comprenais pas très bien de quoi il s'agissait, je pensais que ça parlait des virus et de tous les types de virus qui existaient, donc j'ai pas très bien compris pourquoi il me parlait de ça. Mais on en rediscute en fait, et je comprends que c'est quelque chose qui remet en question la spéculation ou la théorie virale. Donc j'achète le bouquin, c'est un pavé quand même. J'ai acheté la version française, parce que c'était ce qui était plus facile pour ma commande à ce moment-là. Et donc là j'ai commencé à le lire, et ça a été vraiment des claques, mais à chaque page. C'est-à-dire qu'à chaque page, je me disais, ça remet en question ma conception, ma compréhension des choses. Donc j'ai mis plusieurs mois pour le lire, pour aller au bout. Et j'ai trouvé que ce livre est vraiment extraordinaire, il est incontournable. Je pense qu'on ne peut pas avancer dans la résistance et la dissidence sans avoir compris le message de cet ouvrage. Et cet ouvrage, il remet en question de façon, je trouve, très belle, la théorie virale, en disant que pour plein de maladies présentées comme virales, on peut expliquer les choses autrement, sans passer par l'explication de virus. Et ça marche beaucoup mieux pour comprendre ce qui se passe. Et donc, ils ne donnent pas forcément la raison de pourquoi les gens sont malades, mais en tout cas, ils disent les histoires de virus, ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Et Denis nous a amené à étudier cette option-là, parce que quand on a regardé Covid et la mortalité, toutes causes confondues, on se rend compte qu'il n'y a pas de propagation. C'est tout en même temps, partout dans le monde, au niveau d'un même hémisphère. Donc, quand il y a des pics de mortalité pour la grippe, depuis toujours, en fait, quand on regarde la mortalité toutes causes confondues, ça fait comme des vagues. Donc en hiver, il y a un pic de mortalité, et en été, au milieu de l'été, c'est là qu'il y a une moindre mortalité, un creux de mortalité. Ça fait des vagues assez régulières. Et les pics de mortalité sont synchrones. Donc quand il y a des pics de mortalité qu'on attribue à la grippe et aux maladies entre guillemets virales, respiratoires, l'hiver, c'est en même temps partout dans l'hémisphère nord. Et c'est inversé dans l'hémisphère sud. Donc on a un pic de mortalité en même temps à Paris, à Bruxelles, à Pékin ou à Liège. Et c'est en même temps. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas d'histoire de propagation. Et ça va à l'encontre de l'idée que les gens se transmettent entre la grippe. Et comment on peut comprendre ça ? C'est compliqué, hein, parce que et en même temps, c'est libérateur, je trouve. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contagion, si ce n'est pas les gens qui se filent entre la grippe, ça veut dire qu'il se passe autre chose. Et il y a une image que j'aime bien, c'est l'image de l'effet popcorn. C'est-à-dire que quand on met des grains de maïs dans une poêle, il y en a un premier qui pop, puis après un autre, puis encore un autre, puis après il y en a plein. Et puis après, ça ralentit comme ça. Est-ce que c'est à cause du premier pop que les autres ont fait pop ? Pas du tout. C'est parce qu'ils sont tous soumis au même environnement et selon leur sensibilité, ils vont, les uns après les autres, manifester des symptômes similaires. Mais ce n'est pas à cause du premier pop du popcorn. Non. Alors, quid alors des maladies comme la varicelle ?
Ou la rougeole. Alors, après, ça demande vraiment pour chaque maladie de regarder. Il me semble que sur la varicelle, ils disent rien dans ce livre. Ils ont regardé pas mal de. J'ai pas sur moi le livre, mais c'est vraiment un bouquin que je recommande énormément. Il parle du sida notamment, que j'ai ensuite étudié et fait des vidéos dessus, et ce qui m'a valu une censure encore une fois après Covid. Il y a un fact-checking de l'AFP. Juste pour revenir sur le sida, c'est les mêmes acteurs, c'est la même chose que le Covid. Exactement. C'est la même chose. Exactement. Si les gens veulent se renseigner, c'est vraiment les mêmes. Ah ouais, c'est même en impressionnant. France. Même en France, Ah on a oui. les mêmes personnes. On a sorti les mêmes, on a sorti Delfrécy, on a sorti tout le C'est monde. exactement les mêmes. C'est les mêmes. C'est incroyable, c'est aussi. Après, j'avais- Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus rapidement, je pense qu'on a eu besoin de sida pour créer Covid après, pour créer l'arnaque Covid. Et c'était une expérimentation qui a eu un succès phénoménal, sida. Donc on a fait croire aux gens qu'il y avait ce virus, etc. Donc moi j'ai remis ça en question et j'ai envie de dire, il y a plein de preuves qui sont là pour nous montrer que c'est une gigantesque arnaque, sida. Oui. C'est très choquant pour quelqu'un qui ne s'est pas renseigné sur le sujet, je le comprends. Moi-même j'ai été choqué quand j'ai fait ces découvertes-là. Mais non, c'est très clair qu'il n'y a aucune histoire de VIH qui se transmet de personne à personne et qui crée des symptômes. Peut-être une rapide explication sur la rougeole. Alors peut-être qu'ils en parlent dans Vie. Alors sur je sais plus ce qu'ils disent sur la rougeole, mais en tout cas dans certains pays, il me semble qu'il y a eu des épidémies de rougeole. Je crois que c'est au Tonga, dans les îles Tonga, je sais plus quand, et c'était associé plutôt à des carences en vitamine A, il me semble, chez les enfants. Sur la varicelle, personnellement, j'ai pas d'explication et voilà, il est possible qu'il y ait un phénomène de résonance, c'est-à-dire que Oui. voilà, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait une transmission d'une particule virale pour créer ça, et c'est peut-être aussi une maladie, c'est vraiment une maladie spécifique des enfants, et peut-être que c'est juste un moment où le système immunitaire, le terme, je suis pas sûr que le terme soit bon d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on devrait parler de système de détoxification ou d'homéostasie tout simplement, de retour à l'homéostasie, mais il est possible que pour des raisons de travail personnel, on ait besoin de passer par ce genre de symptômes quand on est enfant pour grandir. Je ne sais pas exactement. Il y a des questions. Hein. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout. Et sur la varicelle, il y a des points certainement à valider encore. Mais en tout cas, pour l'écrasante majorité des maladies présentées comme virales, on peut expliquer les choses sans du tout faire appel au virus. Ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup moins anxiogène du coup. Donc de là à penser que les virus n'existeraient pas. On peut pas, comme je disais, on peut pas dire ça. D'un point de vue scientifique, on peut pas dire que les virus On n'existent pourrait pas. le penser à rapport à ce que vous nous dites. Oui. En tout cas, moi, pour la grippe, voilà, clairement, comme j'ai dit avant, hein, les pics de mortalité attribués à la grippe sont synchrones partout dans le monde, aux mêmes latitudes. Donc, c'est pas une histoire de virus. Par contre, c'est très probablement une histoire de climat, de température, d'humidité de l'air. Peut-être de croyances, mais en tout cas, ou de carence en vitamine D. Enfin, il y a plein de facteurs comme ça qui pourraient expliquer les choses. Oui. Mais à chaque fois qu'ils ont essayé de faire des expériences de contagion, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça a été démontré. Même pour la fameuse grippe espagnole, où il y a eu les expériences de Rosenau pour essayer de montrer ça, et lui-même il dit on ne comprend pas comment ça marche parce qu'on n'arrive pas à contaminer les gens. Ben, j'en profite pour vous poser une question que je me pose depuis longtemps et j'espère avoir la réponse. Les virus qui existent ou qui n'existent pas, comment sont-ils détectés? Alors, le microscope, et qu'est-ce que c'est que cette histoire, dont je ne me rappelle plus le nom exact, de séquence, de séquentiel, de Montagnier parlait de ça. Tu vois Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est un gros travail. Je suis un peu dessus en ce moment, mais j'ai des milliards de dossiers ouverts en même temps, donc c'est un peu compliqué d'avancer à fond sur celui-là. Mais je le trouve passionnant et je pense qu'il est central aujourd'hui. Alors, tel que je comprends la virologie aujourd'hui, je vois vraiment ça comme une pseudo-science. C'est-à-dire que c'est un dogme, une mythologie basée sur des croyances complètement à côté de la plaque et des méthodes qui ne sont pas scientifiques. Et donc aujourd'hui, quand on parle par exemple d'isoler un virus, en aucun cas il n'isole un virus. Le terme est mal utilisé, il est trompeur. Et donc les gens qui ne sont pas formés à ça, qui ne sont pas au courant, vont croire qu'on isole effectivement un virus. En aucun cas on isole un virus. Isoler un virus, ça veut dire on a prélevé un fluide soi-disant contenant le virus, ensuite on va l'homogénéiser, on va le passer à la centrifugeuse, on va le filtrer, etc. On va le mettre en présence de tissus, donc en général des cellules de reins de singes cancéreuses. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Ça ressemble à de la médecine vaudou. Hein. C'est hallucinant. Sorcellerie, en fait. C'est exactement ça. Hein.
Donc on met ça avec des cellules de rein, de singe, des cellules véro, ça s'appelle comme ça. Après on va rajouter des antibiotiques, différents produits chimiques, de la trypsine, etc. Et à la fin, s'il y a un effet cytopathologique, c'est-à-dire que si les cellules, elles montrent une certaine détresse et qu'elles meurent, on attribue ça au virus. Mais en fait, elles vont mourir, qu'il y ait un virus ou pas. Mais oui. Voilà. Et donc, et après ça, on va prendre l'échantillon qu'on a traité avec plein de produits chimiques. Et là, on appelle ça isoler un virus. Aucun rapport. Et après, on va faire toute une série, on va sécher le produit, on va le colorer, on va rajouter encore des trucs, et on va passer ça au microscope électronique à balayage. Et on va dire, vous regardez, vous voyez ça? C'est à cause de ça que vous êtes malade. Un truc, une espèce de boule avec des pointes, des machins. Mais c'est complètement bidon. Et le truc séquentiel, là, comment... Alors après, là, je ne serai pas un pro de la technique, mais Okay. on va estimer, on va faire des tests pour supposément montrer les séquences du virus, mais on sait pas de quoi on fait la séquence réellement en fait. Mais oui, c'est très spécial cette histoire. Donc, je vais tout de suite continuer sur la description de comment on isole soi-disant un virus, donc à contrario comment on le fabrique. Moi, je conclus avec ce que j'entends là, que ces fameux laboratoires qui seraient en Ukraine pour fabriquer des virus, en fait, ne fabriquent rien du tout. Ils font des expériences dans le cadre d'un dogme qui est bidon. Ouais. C'est comme, je veux dire, moi je bossais dans un labo qui travaille sur le changement climatique. On peut travailler sur plein de trucs qui n'existent pas sans aucune difficulté. Mais est-ce qu'il y a alors une différence à faire entre la bactérie et le virus, par exemple? Bien sûr. Oui. Une bactérie c'est visible, ça Oui. bouge, aucun problème. Donc on pourrait avoir des armes bactériologiques. Oui. C'est possible ou pas? Pas vraiment. Oui, c'est possible dans le sens où si on contamine de l'eau avec des bactéries pathogènes, il y aura une toxine produite par les bactéries qui peut rendre l'eau effectivement pas potable et dangereuse pour la santé. Donc on peut de cette manière-là rendre malades les gens. Mais je ne suis pas au courant qu'il y ait réellement d'armes bactériologiques. Vous connaissez le Iceman, Wim Hof? Oui, Donc l'expérience dit qu'on lui injecte quelque chose et une toxine bactérienne. Oui. Voilà, donc ça, on pourrait faire ça sur une population. En fait, Oui, bien sûr, mais bon, c'est la c'est logistique pas naturel. Oui, d'accord. Oui, non, c'est pas naturel. On est d'accord, mais c'est. Ce que tu voulais dire, c'est que les armes bactériologiques Voilà. sont crédibles, sont Oui, possibles. c'est ce que je Et me pourtant- pose la question après. Est-ce que... Et pourtant, je pense que toutes ces armes bactériologiques sont construites dans un environnement complètement stérile, où il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et que probablement, dans leur grande naïveté, ils lancent cette bactérie, et puis l'humain a un système de défense En fait, et de oui, tu détoxique. peux pas comprendre. Il est difficile de comprendre le vivant et d'avoir une influence dessus parce qu'on peut pas maîtriser tous les facteurs. Ça, c'est évident. Déjà, mais en plus de ça, même si on avait des bactéries qu'on développe en labo, Oui. comment Wim Hof, on lui a injecté un produit. Enfin, Oui, c'est non, ouais, pas. non, c'est- ouais, non. Il faut aller loin. Enfin, D'accord. Voilà. on peut beaucoup plus simplement t'injecter un poison, un produit toxique dans ton corps. T'as pas besoin de s'embêter avec des bactéries. On a des trucs qui marchent très très bien sans aller jusque là, quoi. Donc moi j'ai l'impression que c'est un énorme piège. J'appelle ça des attrapes complotistes. Je pense. Des Oui, non, histoires mais de biolab. De même que le laboratoire de Wuhan, c'est vraiment l'énorme piège. Oui. Parler du China virus, comme l'a fait Trump pendant En fait, tout son mandat, c'est C'est un horrible. contre-feu en fait. Exactement. On va pas dans les vrais sujets. Exactement. Et ça permet de maintenir en place un paradigme complètement bidon. Oui, de la paranoïa aussi, ça crée de la paranoïa, Aussi, de la peur de aussi. l'autre. Exactement. C'est vrai qu'il y a des Et l'effet effets comme ça. nocebo qui se développe avec ça. Énorme, bien sûr. Oui, oui. Et comme justement vous êtes positionné depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2020, les gens sont un peu intéressés à tout ça par la force des choses, est-ce que vous avez eu des problèmes suite à vos prises de position? Parce que vous avez notamment quitté la France. Oui. Ouais. Et c'était voulu? Est-ce que c'était en prévision d'eux? Ou bien est-ce que vraiment il y a eu une pression? Comment Alors, ça s'est passé pour vous? C'est une compatriote à vous, Senta De Poit, qui m'a averti. Qu'on a reçu à Ouais. cette émission. Ouais. D'accord. Je remercie Senta et je la salue. C'est elle j'ai fait une émission avec elle au mois de septembre 2020 et en fin d'émission, en off, elle me dit « Ah Jérémy, tu es au courant que le prochain confinement en France, ce sera le 28 octobre ?» Je dis quoi? À cette époque-là, personne parlait de confinement. On pensait qu'on avait eu un premier confinement, puis c'était fini parce que maintenant, on avait officiellement toutes les mesures pour se protéger d'un éventuel deuxième confinement, à savoir le masque,
la distanciation sociale. Et en plus de ça, les Français étaient particulièrement respectueux des règles. Très. Moi, je pensais que les Français étaient des Gaulois réfractaires. Pas du tout. Pas du tout. C'est le Belge, le Gaulois réfractaire. Ah, intéressant. C'était pas le cas non plus. hein. C'est pas le cas non plus. Si. Un petit peu. Ouais, on était 5. Les Belges étaient beaucoup. Non. Ouais. Il y avait beaucoup plus de Belges dans les rues pendant les confinements qu'en France. hein. Il me semble que le Gaulois réfractaire était très au sud sur ce coup-là, me semble-t-il. Mais c'est un autre sujet, poursuivons. En tout cas, moi j'étais à Nantes et les gens étaient demandeurs de plus de restrictions. C'est frappe-moi, j'ai pas assez mal, quoi. C'est vas-y plus fort. Non, c'était effrayant. Et donc moi je trouve que les conditions de vie à Nantes centre-ville étaient affreuses. Et j'avais 2 filles qui étaient pas très âgées à ce moment-là. Et il s'agissait d'imposer la couche faciale à l'école en permanence aux enfants qui rentraient au collège, donc à l'âge de 10 ans. Torture. Ça, c'est horrible. Donc ma fille aînée était concernée par ça, et moi je lui ai dit tout de suite à la rentrée de septembre, je lui ai dit si tu veux on arrête l'école, on fait l'école à la maison puis c'est tout. Elle dit oui mais quand même je veux savoir ce que c'est le collège, je voudrais voir les copines, etc. Ouais. Ok, après elle rentrait tous les soirs, elle avait mal à la tête, elle était pas bien, et moi je me battais face à des enseignants Ouais, complètement c'est- lobotomisés. ouais, Enfin très c'était dur. impossible de discuter avec des gens. C'est comme avec des adeptes d'une secte C'est tout à apocalyptique. fait ça. On peut même pas parler quoi. C'est sectaire, complètement. Et en plus de ça, j'avais réussi à avoir un certificat de contre-indication. Et à ce moment-là, la parole du médecin n'avait plus de valeur. C'était indiscutable. On pouvait pas. Ça n'avait pas de valeur. Non. On montre une contre-indication, mais ils veulent pas entendre parler de ça. Oui. Voilà. Donc bref, je me battais. En plus de ça, il lui avait forcé à lui mettre du gel hydroalcoolique sur les mains. Elle avait fait une réaction allergique. Elle avait les mains toutes rouges. Enfin, des trucs dégueulasses. Parce je lui avais dit, n'en mets pas. Elle n'en mettait pas. Et hop, il l'avait forcé, quoi. ouais, forcé, les gens. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé ça insupportable. Et quand Senta m'a dit prochain confinement fin octobre, j'ai dit on se casse, j'en peux plus. C'était une décision donc Ah oui. personnelle, c'était pas une pression. Non, Oui, il y non. avait la pression de la société, mais Oui, on vous a oui. pas obligé à. Non, on m'a pas obligé à. J'ai dit on se casse. Ma femme, au début, elle disait ah non, mais t'es sûr, est-ce qu'il va vraiment y avoir un confinement, etc. Et parce que l'information, elle sortait de nulle part. C'est Senta qui me dit ça. 2 jours après, j'ai un copain dans les réseaux de résistants qui me dit pareil, il a à peu près la même date. Et enfin, et c'est ça qui a convaincu ma femme, c'est ma femme qui a reçu une vidéo d'une copine, une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui dit confinement fin octobre. Elle a dit ok c'est bon, on se casse. Et donc on a fait on a tout prévu pour partir, on a prévenu l'école, le collège, etc. Puis on s'est cassé. On a traversé l'Europe et puis on a décidé d'aller en Estonie, qui à ce moment-là faisait partie des rares pays où il y avait une certaine liberté par rapport à Covid. C'était pas complètement covidiste comme les autres. Et effectivement, quand on arrivait en Estonie fin octobre, il n'y avait pas un masque, pas un seul. Ça fait du bien de voir ça. Ah c'était tout d'un coup on respire, c'était Moi, incroyable. ça m'a traumatisé les masques. Ah mais oui, c'est traumatisant, Traumatisé. c'est traumatisant. Ouais. Non, Je c'est ne un- les ai pas portés, mais de voir les gens masqués, Ah je oui, trouvais non, ça. Moi, j'ai carrément perdu foi en science-fiction. l'humanité, quoi. Oui, mais je comprends, je Oui. comprends. Vraiment. Ah non, mais c'est choquant. Et moi, ce qui m'a choqué, par exemple, c'est dans la rue à Nantes, en centre-ville, voir des gens qui me regardent comme un tueur, Ouais, Oui. C'était fou. du simple fait de ne pas avoir de masque, avant même leur obligation. Oui. Avant l'obligation. Oui. Et même ce qui s'est passé à Nantes Centre, on m'a refusé l'entrée dans un magasin bio, en plus, avant l'obligation, parce que je ne voulais pas mettre de masque. Avant l'obligation. Oui. C'était insupportable. C'est bien, c'est de la prévention, on appelle ça. c'est très bien. Exactement. Mais je leur ai dit, mais vous vous rendez compte ce que vous faites? Ah oui, mais c'est parce que les gens ils veulent. Mais on s'en fout de ce que veulent Ah, moi, les... ça m'a mis dans une rage. Ah oui, non, mais donc c'est insupportable. Alors après, moi je parle de mon expérience à Nantes, centre-ville. C'était pas comme ça partout. Dans les campagnes, c'était différent. Il y avait des coins qui étaient plus ou moins résistants. Je sais que dans des coins des Pyrénées en France, les gens, ils mettaient pas du tout le masque et puis ils sifflaient quand les flics arrivaient. Enfin voilà, je sais qu'il y a eu plein de trucs comme ça qui ont existé. En Belgique, j'ai l'impression que c'était un peu plus cool. Il y avait en fait, on était moins fliqués. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas assez de flics, en fait. Ouais. C'est ça. Ah, c'est ça. Tant mieux. Comme toujours, comme maintenant d'ailleurs. D'ailleurs, 5 ans plus tard, est-ce que vous avez avec le recul, parce que quand on est là-dedans, il se passe beaucoup de choses, est-ce que 5 ans plus tard, vous avez des nouvelles considérations, des nouvelles réflexions qui sont arrivées assez récemment sur tout ça? Est-ce que vous voyez encore de nouvelles choses? Énormément, tout le temps, j'apprends en Comme permanence. par exemple? Par exemple, j'ai compris, alors, par rapport au système politique, j'ai compris, ça, je pense que c'est vraiment en faisant une émission avec Étienne Chouard que j'ai compris ça, mais élection démocratique, c'est un oxymore. Oui. Étienne Chouard, que nous avons également reçu Voilà. à ce Et micro. que j'ai bien discuté avec lui une journée entière. Ah ouais, carrément, non, il est extraordinaire. Ou, comme démocratie représentative, c'est un oxymore aussi. Donc clairement, on n'est pas en démocratie, clairement. Après, on est dans autre chose. Et j'ai compris récemment
Et d'ailleurs, j'ai fait un enregistrement récemment avec un historien, je ne l'ai pas encore mis en ligne, un historien français, un historien breton qui s'appelle Reynald Secher, qui est assez connu parce il fait partie des rares personnes qui a parlé de génocide vendéen en 1793 après la Révolution française. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que on vit, en tout cas en France, mais je pense que ça ressemble dans pas mal de pays présentés comme des démocraties occidentales, c'est un système qui est totalitaire par essence. Et la Révolution française est le modèle et la matrice du totalitarisme. Et ça, je l'ai compris récemment seulement. Et c'est très, voilà, c'est très choquant pour c'est les très choquant. Français. C'est très très choquant. D'autant qu'on nous a présenté ça comme un énorme Ouais, progrès ouais, pour l'humanité, absolument. les Comme lumières, la démocratie etc. absolue. Ouais. Voilà. De nouveau, on rentre dans une ingénierie sociale, égalité, fraternité, Exactement. modernité. En rappelant que la formule de base, la vraie devise, c'est liberté, égalité, fraternité ou la mort. Exactement. Je l'ai appris récemment, ça Ouais, aussi. ça c'est la phrase complète qui a été Exactement. retirée par certaines loges, mais à la base c'est ça, c'est ou la mort. Ou la mort. Il Wow. faut le savoir. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ça change beaucoup de choses aussi. Ça explique tout. Ouais. Oui, par exemple. C'est Des fois en très une phrase on dictature, quoi. a toute l'histoire complètement. Donc j'apprends en permanence des choses là-dessus. Je continue bien sûr mes recherches. Sur la santé, c'est un. Donc moi, mon cœur de métier, on va dire, c'est la santé. J'apprends tout le temps de nouvelles choses. Oui. C'est pour ça que j'écris ce que j'appelle le club privé santé. Chaque mois, j'invite un invité sur un sujet de santé particulier. Par exemple, le mois dernier, c'était sur l'iode. Et je découvre, je le savais un peu qu'on était tous plus ou moins carencés en iode, mais je n'avais pas compris à quel point et les impacts que ça pouvait avoir sur notre santé. Et donc chaque mois comme ça, j'aime avoir de nouveaux invités et apprendre de nouvelles choses. Je suis un étudiant à vie, de toute façon. Ben, justement, quand on regarde tout ce que vous faites, vous avez une approche holistique du Exactement. vivant, on va dire, C'est ça. de la nature, ce qui vous passionne et qui vous intéresse. Et quelle est la place pour vous de la spiritualité dans tout ça? Parce que là, ça a aussi été attaqué, changé. On a attaqué des paradigmes assez forts. Et vous, vous positionnez comment en rapport à la spiritualité, sans parler de religion forcément, Ouais. mais de spiritualité? Oui, il y a une grosse distinction à faire par rapport à la religion. Alors moi, je suis pas religieux du tout. Je dirais pas que j'ai une pratique spirituelle, mais en tout cas, j'ai une conception spirituelle de la vie. Je vois ça comme une expérience extraordinaire. Voilà, on est une âme qui s'incarne dans un véhicule terrestre pour le temps d'une vie, et puis peut-être plus si affinité. Mais en tout cas, oui, je pense que la spiritualité, c'est plutôt quelque chose, que je vis au quotidien par le simple fait de vivre la vie pleinement et de prendre tout ce qu'elle a à me proposer. Toutes les opportunités, les rencontres, les découvertes et une soif de connaissance et d'expérimentation totale et tout le temps, quoi. Je dirais que c'est quelque chose comme ça. J'ai pas une pratique, ni même méditative d'ailleurs. Voilà. Non, c'est pas nécessaire. Non. Et c'est vraiment, c'est du quotidien, c'est tout le temps, c'est quelque chose, c'est plus une philosophie générale, je dirais. Je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est Greg Braden qui a dit la spiritualité, c'est être en relation avec la vie, avec les dieux, avec la nature, avec l'autre. Et je pense que ça résume extraordinairement bien ce que c'est. Ouais, c'est vraiment bien comme citation, effectivement. Oui, Donc, si tu parles de Greg Braden, alors après, chacun a ses croyances, chacun Oui, mais enfin, fait comme la il veut. définition est bonne. Mais on ne peut que conseiller l'ouvrage de Greg Braden qui s'appelle La Divine Matrice. Et là, ça c'est juste un avis personnel, vous avez la clé pratiquement de beaucoup de choses. C'est Ouais. vrai. Ouais. Et La l'art divine perdu de la matrice. prière aussi, J'ai c'est pas vrai. lu, j'avoue, j'ai pas lu. Je connais de nom depuis longtemps, mais Après, il est vrai que le personnage, et la présentation, les choses, ça fait un peu folklorique des fois. Oui, mais c'est américain. Oui, c'est Oui, ça. oui, c'est ça. On a un problème de forme, mais le fond est plus que pertinent. Voilà. Absolument. Mais vous qui vous intéressez justement à la santé, des fois j'ai l'impression quand on met le nez dans ce sujet que c'est très restrictif en fait. On peut rien faire, on peut rien manger, tout va nous empoisonner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce sentiment-là. Donc pas de produits laitiers, pas de viande, pas de ci, pas de ça. J'ai Attention pas à dit, l'iode. pas Non, dit mais- pas. Et moins, il a dit moins. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a un peu ce côté restrictif et on ne sait plus sur quel pied danser, qu'est-ce qu'on a mangé. Ouais. L'instinct. Mais c'est vrai que Et puis c'est très très prosélytiste en fait, comme vous savez un peu comme. Je comprends. Vous Ouais. voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas de vous. Je Ouais, parle je fais des Ça peut généralités. l'être, ça peut l'être en tout cas, oui. Et donc on ne sait plus sur quel pied danser. Ouais. Et limite des fois on est culpabilisé par rapport à la manière dont on mène notre vie. Ouais. Donc des fois moi je rentre dans des sujets, ça me semble hyper intéressant. Puis après je me dis mais comment je fais en fait? Où je démarre? Ouais. C'est peut-être là où vous apportez quelque chose, parce qu'il me semble que vous donnez des formations et autres. Absolument. Effectivement, moi je fais des formations en ligne depuis 2016. Et c'est vrai que moi j'adore enseigner ça et transmettre des pratiques de santé qui fonctionnent. J'avais commencé par le nettoyage du foie parce que c'est une pratique bizarre, mais n'empêche que j'ai vu les effets très positifs sur moi. Je l'ai vu, bon, apparemment sur Nicolas aussi. Je confirme. Tu as pratiqué. En tout cas, voilà, c'est bizarre
peut-être que l'explication de comment ça se passe ne tient pas la route. Impossible à vérifier d'un point de vue scientifique. J'ai essayé, mais j'arrive pas à avoir comment dire, le mécanisme réel validé, disons. En tout cas, les bénéfices, je les observe, et des centaines de personnes que j'accompagne les observent aussi. Donc c'est-à-dire qu'il se passe bien quelque chose de positif. Sur l'alimentation, c'est pareil. Par rapport au côté prosélyte, moi j'aime bien les choses pragmatiques. Et je suis allé voir les peuples qui vivent longtemps en bonne santé, qu'on trouve dans les zones bleues. Et d'ailleurs, c'est un Belge qui a... C'est quoi les zones bleues? Alors, les zones bleues, c'est une terminologie qui a été créée vers 2000 ou 2001 par un professeur belge qui s'appelle Michel Poulain, qui est un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui s'est rendu en Sardaigne avec un chercheur sarde, Gianni Pes, et ensemble, ils sont allés explorer des zones de Sardaigne où les gens vivent très longtemps, et notamment dans des coins de montagne, dans le milieu est du pays, la région de Barbagia, ça s'appelle, et notamment cette ville, Villa Grande Risaili. Et dans ce village, il y a beaucoup trop de centenaires par rapport à ce qu'on devrait attendre. Okay, voilà. C'est ça. Et en plus de ça, il y a autant de centenaires hommes que femmes. Mais je pense énorme. que le côté placebo joue aussi, l'exemple. Alors, il se trouve que c'est plusieurs villages, il y a plusieurs endroits, il y a une zone comme ça de faible mortalité. Les gens ne meurent pas assez par rapport à ce qu'on attend. Voilà, bon, c'est une façon statistique de parler des choses. Et lui, il a vraiment vérifié, il est allé valider, il est allé voir l'état civil à la mairie, il a fait un fichier incroyable avec des milliers de noms il est allé dans les cimetières, voir l'état, il a tout. Enfin, c'est vraiment un chercheur qui vérifie, qui va au bout des choses. Et il a vu donc qu'il y avait une zone particulière où les gens vivaient très longtemps, et a priori en bonne santé aussi. Et il y en a d'autres comme ça, des zones dans le monde. Alors il y en a 5 ou 6, il y a quelques petites polémiques sur certaines, mais en gros il y a cette région de Barbagia en Sardaigne, il y a l'île d'Ikaria en Grèce, qui est une petite île. Alors, l'échantillon n'est pas suffisamment important peut-être, mais en tout cas il y a beaucoup de centenaires aussi là-bas. Il y a l'île d'Okinawa au Japon. Pareil, il y a quelques petits soucis parce que peut-être que l'état civil est problématique parce que l'île a été massivement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a plein de papiers qui ont disparu. Il est possible qu'une partie de la population ait un peu exagéré sur son âge. Voilà, donc ça, voilà, il y a quelques petits doutes là-dessus. Après, il y a la péninsule de Nicoya au Costa Rica et il y a la ville de Loma Linda en Californie. Et enfin, récemment, Michel Poulain a validé la Martinique. Voilà, territoire d'outre-mer français. Donc il appelle ça des zones bleues. Il appelle ça des zones bleues. C'est parce qu'il n'y a pas de chemtrail. Non, alors, vous voulez l'explication du terme pourquoi zone bleue? Oui. C'est l'explication de la zone bleue et aussi pourquoi il y a eu longtemps. Ouais. Alors c'est très rigolo l'explication de pourquoi ça s'appelle les zones bleues. C'est parce que Michel Poulain et Gianni Pes, quand ils faisaient leur petit tour des villages et qu'ils allaient voir les gens, l'état civil dans les mairies, etc., ils entouraient au stabilo bleu les villages voilà. où il y avait. Okay. Non, mais ça n'a pas de rapport avec le ciel ou la mer. Poésie, non, c'est très très terre à terre. Mais c'est rigolo comme explication. C'est très clair. Voilà. Et donc moi, alors Dan Buettner, c'est un Américain, un explorateur du National Geographic qui a popularisé ce terme de zone bleue qui est assez connu aux États-Unis. C'est un vrai best-seller, son bouquin. J'ai adoré le bouquin, c'est vraiment son aventure d'aller rencontrer des petits vieux à droite à gauche et voir comment ils vivent. Alors, il y a sans doute à apprendre et à laisser. Dan Buettner n'a pas une approche réellement scientifique, mais en tout cas, je trouve qu'il dit quand même des choses intéressantes. Et j'ai envie de dire, au niveau alimentaire, il y a des similitudes, par exemple, dans ces zones bleues. C'est pas des viandards. J'ai envie de dire, c'est pas des viandards, je suis désolé. C'est plutôt des gens qui mangent pas beaucoup de produits animaux, pas beaucoup de lait de vache. Pas de poisson, par exemple? Il n'y a pas une histoire avec le poisson, non? Non. Par exemple, en Sardaigne, les villages où il y a cette anomalie de mortalité, c'est pas des villages de bord de mer. Ils sont pas loin de la mer, mais ils sont en hauteur. S'ils allaient à la mer, ça prendrait... on la voit la mer, mais elle est trop loin. Elle a 20 bornes avec des petits virages dans tous les sens. Enfin, c'est des pentes pas possibles. Donc c'est des gens. J'ai discuté avec plein de gens très âgés en bonne santé là-bas. Ils n'ont jamais mangé de poisson de leur vie. Donc c'est marrant. Et par contre, en Sardaigne, par exemple, c'est des villages de bergers. Donc ils avaient des chèvres et des brebis. Et ils consomment le lait sûrement. Oui, ils font du fromage. Oui, mais pas de vache. Okay. Donc, d'accord. Le premier point, c'est que ce ne sont pas des viandards. Mais ils ne mangent pas beaucoup de viande. Ouais. Okay. Et d'autres points qui sont... Mais par contre, ils vont manger pas mal de légumineuses. Alors, donc les légumineuses, c'est la famille des lentilles, haricots,
Oui, on n'est pas obligé d'être complètement ballonné quand on mange des légumineuses. En général, c'est le cas. Le microbiote peut s'adapter au fur et à Oui, oui, mesure oui. et apprendre à digérer ça. Puis il y a des modes de cuisson, etc. Enfin bref, Il y a peut-être aussi une qualité de l'air, une Sans qualité doute. d'exercice, je sais pas. sans doute, mais Il y a Le plusieurs- stress aussi, ouais. le stress, ça doit être. ouais, ça c'est sûr. Il y a la Stress. communauté qui joue parce que souvent c'est des zones où les gens se connaissent tous. Les vieux, on les laisse pas tout seuls. Ouais, Il y a pas de maison de retraite, donc j'ai vu par exemple des centenaires. Ils sont pas en maison de retraite. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, donc Mais oui. un jour c'est le neveu machin qui l'accueille, l'autre jour d'après c'est encore quelqu'un d'autre, et puis les gens tournent, ils Ça, passent c'est voir. l'enfer. les Le maisons sens de du retraite. clan. Il y a vraiment, c'est exactement ça. Mm. Et j'ai vu ça aussi à Nico. Moi, je suis allé dans toutes les zones bleues, sauf la Martinique. Mm. Je suis allé dans toutes les zones bleues voir comment ça se passait. Et en gros, c'est cette façon de faire où il y a Mm. vraiment un lien fort. Les aînés sont respectés, ils sont même mis en avant. Enfin, il y a vraiment un vrai respect des anciens qui est toujours là. Et puis donc, il y a sans doute l'alimentation, les gens qui mangent des choses locales et fraîches. Donc très végétalisé quand même. À Loma Linda, en Californie, c'est une ville particulière puisque une grande partie de la population fait partie d'un groupe chrétien qui s'appelle les Adventistes du 7e jour, c'est ça? Je dis pas Ça d'erreur. s'appelle comme ça. Ouais. Voilà. Mhm. Et donc ces gens-là, pour des raisons religieuses et de croyances, sont pour la plupart végétariens ou végétaliens. Et dans cette communauté, il y a eu une personnalité que Dad Buettner avait rencontrée pendant qu'il écrivait son livre. C'était un chirurgien cardiaque et qui opérait encore des gens à l'âge de 96 ans. Il est mort à 102 ou 103 ans. Il était végétalien depuis 50 ans. Végétarien de naissance et végétalien depuis 50 ans. Donc ça vient vraiment remettre en question l'idée que le végétalien est par nature frêle et en mauvaise santé, etc. Non, là-bas, il y en a plein qui le sont. Et quand on rentre dans le supermarché local de Loma Linda, ça commence par tout un rayon de livres sur la santé et de recettes végétariennes. Et le supermarché est végétarien. Il n'y a pas de viande ni de poisson. C'est incroyable. Donc voilà, donc ça c'est rigolo. Je peux juste rajouter quelque chose très rapidement, Oui. parce que dans le local, ce qui a été découvert par d'autres chercheurs curieux et qui pensent out of the box, ils ont découvert que quand on tient la graine qu'on va semer dans la main, la graine reçoit des informations qui fait que quand elle pousse, elle est en osmose avec nos besoins personnels. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi. C'est possible. Après, j'ai envie de dire, effectivement, dans ces zones bleues, les gens vont consommer, souvent, ils vont faire eux-mêmes leur jardin. Voilà. Quand j'étais à Icaria, les gens faisaient eux-mêmes leur pain, leur huile d'olive, tout était... Et puis ils étaient très fiers de me dire tous que c'était du bio. Donc pour eux, c'était hyper important. Et donc il y a vraiment ce respect des saisons, de la terre. Et puis les gens, ils se partagent. Quand ils ont un peu trop d'huile une année, ils en filent aux voisins, puis ils récupèrent le miel et je sais pas quoi. Enfin, il y avait vraiment ce côté communautaire qui était très très présent parmi les gens que j'ai rencontrés dans ces différentes zones bleues. C'était vraiment hyper intéressant. Et comme il n'y a pas de zone bleue en Belgique, apparemment, ni en France métropolitaine, Ouais. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne sont pas en zone bleue? Quel est un peu le guide pratique en quelques conseils à appliquer au quotidien pour tout le monde pour essayer d'avoir une ambiance zone bleue? Alors, ce qui est rigolo, c'est que il n'y a pas de zone bleue en Belgique, mais en fait, je crois qu'il y a des communautés de religieuses où les religieuses vont vivre super longtemps et en très très bonne santé parce qu'il y a un rythme, il y a un calme, elles vont faire aussi leur potager. Elles vont en général, elles vont manger très très peu de viande, encore une fois. Hein, je suis désolé pour les viandards, mais non, mais c'est une réalité. Hein. Et donc les religieux souvent, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je sais pas si ça fait partie de croyances ou quoi, mais en tout cas, il peut y avoir un peu de viande, mais en général c'est très très peu. Et pareil en France, on a des communautés religieuses comme ça où les gens sont vraiment en super santé. Et puis il y a un calme intérieur. Et puis c'est des gens qui vont pas être soumis à des sources de stress et de pollution. Par exemple, j'avais écouté un reportage il y a longtemps sur une communauté de religieuses, un couvent, et ils regardaient les infos une fois par semaine. C'était le dimanche soir, après le repas, je crois. Elles regardaient les informations en silence. Ensuite, il y avait un quart d'heure de discussion sur les infos. Et après, c'était fini, on n'en parlait plus. Donc c'est marrant, hein, comme c'était entre guillemets une espèce d'ouverture sur le monde pour savoir ce qui se dit. Ouais. On sait ce qui se dit,
On n'a pas besoin de plus. Non. Une fois par semaine, et voilà, ça suffit. Conscient. Alors, moi, je suis pas dans cette démarche parce que j'adore savoir ce qui se dit. J'ai envie d'être au courant de la propagande, jusqu'à quel point ils nous prennent pour des cons aujourd'hui et comment ça change demain, etc. Enfin, voilà, j'adore. Bon, je fais pas ça 24 heures sur 24 non plus, mais j'aime bien connaître la propagande. Mais j'ai des armes aussi pour pas me faire happer et avoir par le stress que ça pourrait engendrer chez moi. Hein. J'ai des outils par rapport à ça que j'utilise en permanence. Mais c'est vrai que ça peut être pour certains qui veulent avoir, disons, plus de calme, plus une meilleure santé, adopter un rythme peut-être un petit peu plus lent, se couper de la propagande et puis en prendre juste un petit peu avec parcimonie. Et puis juste apprécier la vie pour ce qu'elle est, c'est quand même génial, hein, c'est super de vivre et peut-être mettre du sens dans leur vie. Ces personnes dont j'ai parlé, ça fait partie aussi des critères des zones bleues, c'est qu'ils donnent un sens à leur vie. Et ça peut être des choses très simples. Hein. Sens, oui. Au Costa Rica, ils parlent de plan de vida, donc un plan de vie, et ça peut être juste faire à manger pour sa famille. Hein. Ça peut être aussi simple que ça. C'est pas forcément sauver le monde. Hein. Non. Voilà. Et aussi, ils écoutent Artemus qui est. En plus, Oui. Donc, en conclusion et en conseil, déstressez-vous et si vraiment ce n'est pas suffisant, rentrez dans les ordres. Voilà. Faites votre potager. ouais, pour ceux qui ont la chance, le temps. Alors moi, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, par exemple. En balcon, c'est déjà un petit pas. Puis des choses toutes bêtes, mais la connexion à la nature, des balades en forêt ou dans des jardins, c'est des choses toutes simples comme ça. Prendre le temps de manger, se faire à manger soi-même, manger des produits frais, un peu plus végétaux. Et puis je pense aussi l'importance, et ça c'est très très important, je pense, l'importance de garder des relations sociales, parce que tout est fait aujourd'hui pour nous diviser. Vraiment, on est vraiment dans le diviser pour mieux régner, et c'est comme ça qu'on nous contrôle. Et tout est fait pour couper le lien entre les humains. Et c'est très important de garder ce lien humain. Alors, on l'a tous, entre guillemets, via les réseaux, etc. Mais c'est tellement mieux quand c'est physique et qu'on est avec la personne et qu'on la voit, qu'on peut la toucher, qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà, physiquement, ça c'est vraiment très important. Voilà. C'est aussi pour ça qu'Artemus organise des conférences où vous pouvez rencontrer les gens en vrai et discuter réellement, de visu et non pas virtuellement. Jérémy, merci, c'est dire à dire, merci pour cet entretien. Avec plaisir. On peut retrouver toutes vos activités sur jérémy-mercier.com. Donc Jérémy, c'est IE à la fin. Exactement. Voilà. Bravo. Voilà. Donc, et vous pouvez aussi retrouver toutes nos activités à nous sur les réseaux habituels. Merci de commenter, liker, partager, visibiliser toutes nos activités. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Monde d'à peu près. Au revoir. Au revoir. Au revoir.